La plupart des histoires d'infidélité se terminent par des cris, des portes qui claquent et des larmes. Mais celle que vous allez entendre, elle, se termine par un silence et une vengeance d'une froideur absolue. Imaginez, pendant des mois, vous partagez votre lit, vos projets, vos rêves avec la personne que vous aimez, sans savoir qu'elle mène en parallèle une seconde vie. Une vie où vous n'existez plus que comme un figurant. Ce soir, vous allez découvrir ce qui se passe quand la vérité éclate, non pas dans une dispute, mais devant tous, sur un écran. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Je suis là pour vous raconter des histoires vraies ou inspirées de faits réels. Là où la trahison se heurte à la dignité et où certains cœurs brisés choisissent la lucidité plutôt que le chaos. Dans les commentaires, écrivez de quelle ville vous nous écoutez et quel temps il fait dehors en ce moment, parce que, pendant que vous lisez ces lignes, quelque part, quelqu'un découvre peut-être la même vérité que notre héros ce soir. Je m'appelle André, et si je remonte au point de rupture, à ce moment où tout a vraiment commencé à se fissurer, je revois une image très précise. Moi, debout dans l'embrasure de la porte du salon, à la regarder sourire dans la pénombre devant l'écran de son téléphone. Ce sourire ne m'était pas destiné. C'est là que quelque chose en moi s'est définitivement décroché. Jusque-là, ma vie paraissait simple, presque rassurante. J'avais mon travail d'ingénieur dans un grand groupe spécialisé dans les technologies, une ville tranquille où les saisons passaient sans fracas. Et surtout Pauline, ma femme. Nous vivions ensemble depuis presque 5 années, des années construites patiemment, avec des projets, des compromis, des habitudes. Nous nous étions rencontrés lors du mariage animé d'amis communs. Je me souviens de sa robe claire, de son rire, de sa main qui a accepté la mienne au milieu de la piste de danse. À l'époque, tout semblait évident. Très vite, nous avions emménagé ensemble, et 1 an plus tard, nous nous étions mariés. Nous parlions d'acheter un appartement à crédit, d'aménager un bureau pour moi, un coin lecture pour elle, et plus tard, d'une chambre d'enfant dont nous discutions déjà les couleurs. De l'extérieur, notre couple donnait l'image d'une union stable, presque exemplaire. On nous disait souvent « Vous avez l'air si soudés tous les deux ». Je souriais. Je le croyais aussi. Et puis, sans que je puisse en marquer la date exacte, quelque chose a commencé à bouger, comme un courant souterrain. Rien de spectaculaire, rien qui justifie un scandale immédiat. Juste une succession de détails, d'infimes déplacements, comme si la réalité se décalait d'1 centimètre chaque jour. Pauline s'est mise à garder son téléphone près d'elle, tout le temps, posé écran contre la table. Quand je pénétrais dans une pièce, elle sursautait parfois. Ses doigts glissaient trop vite sur l'écran. Son visage changeait d'expression en une fraction de seconde. Un masque, un sourire, une neutralité un peu froide. « Tu vas bien ?» demandais-je parfois. « Oui, bien sûr, pourquoi tu demandes ça ?» répondait-elle un peu trop vite. Je répondais que ce n'était rien, que j'étais juste fatigué. Mais une pointe de malaise me restait en travers de la gorge. Le soir, à la cuisine, pendant que je finissais de ranger la vaisselle, son téléphone émettait un son discret. Je la voyais, du coin de l'œil, baisser la tête, effleurer l'écran, ses lèvres se pincer. Puis, presque aussitôt, elle rangeait le portable dans sa poche ou le glissait dans son sac. « C'est qui ?» demandai-je une fois, d'un ton que je voulais léger. « Personne », répondit-elle en haussant les épaules. « Le groupe du boulot, il s'ennuie. » Elle sourit, mais son regard évita le mien. Un soir, elle m'annonça qu'elle allait devoir rester au bureau très tard. « On a un projet urgent à boucler », dit-elle en enfilant son manteau. « Ne m'attends pas, d'accord ? Mange sans moi. » Je me contentais d'acquiescer. Je n'ai jamais aimé contrôler, vérifier, fouiller. Je me suis toujours vu comme un homme raisonnable, digne de confiance, qui laisse de l'espace à celle qu'il aime. Pourtant, lorsque l'horloge franchit largement l'heure habituelle de son retour, une tension sourde se mit à vibrer en moi. Lorsqu'enfin j'entendis ma serrure tourner, il était bien au-delà de ce que j'appelais, jusque-là, tard. Elle entra dans l'appartement en soufflant, posa son sac, retira ses chaussures, et le parfum me frappa. Un parfum étranger, intense, qui ne lui ressemblait pas. Pas celui qu'elle portait depuis des années, celui que je reconnaissais entre 1000. « Tu sens différent, dis-je, presque malgré moi.
Elle leva un sourcil, fit mine de sentir son poignet. Ah oui, tu as raison. Une collègue a apporté des échantillons de parfum au bureau. On les a tous essayés pour rire. J'ai dû en mettre un peu trop. Elle rit, un rire qui sonnait trop clair. Je la regardais en silence. André, soupira-t-elle, tu ne vas pas commencer à faire des histoires pour ça, si? Je ne fais pas d'histoire, répondis-je calmement. Je demande. Eh bien voilà, tu as ta réponse, dit-elle en rangeant son sac. Je suis crevé, je vais prendre une douche. L'eau coula longtemps derrière la porte close. Je restais seul dans le salon, les mains croisées, à écouter ce bruit continu qui me donnait l'impression d'être tenu à distance, rejeté derrière une paroi de verre. À ces petites fissures s'ajouta bientôt une autre habitude. Ses visites de plus en plus fréquentes chez sa meilleure amie, Nathalie. Au début, cela me paraissait normal. Elles se connaissaient depuis longtemps, avaient partagé leurs études, leurs secrets, leurs ruptures. « Je vais chez Nathalie ce soir », annonçait-elle en attrapant ses clés. « On va papoter, boire un thé, se plaindre de nos journées. Tu sais, des trucs de filles. » Je souriais, un peu forcé. « Profite bien », répondais-je. « Fais-lui la bise de ma part. » Les soirs où elle sortait, l'appartement paraissait plus grand, plus silencieux. Je travaillais un peu, je lisais, je regardais parfois un film sans vraiment le suivre. Je me disais que tout était normal, que chacun avait le droit à ses espaces, à ses amitiés. Les femmes aiment parler, me répétais-je, comme un mantra rassurant. Mais un jour, la logique de ce petit théâtre s'est brisée. Nathalie était partie voir sa mère dans une autre ville, pour une semaine entière. Pauline me l'avait elle-même dit, quelques jours plus tôt. Et pourtant, un soir, elle enfila son manteau et annonça tranquillement « Je vais chez Nathalie, je ne rentrerai pas tard. » J'ai relevé la tête, surpris. « Chez Nathalie ? Elle n'est pas censée être chez sa mère en ce moment ?» Un minuscule flottement passa dans ses yeux, à peine perceptible, mais je le vis. Puis elle se reprit. « Oui, enfin, je vais chez elle pour arroser les plantes, vérifier que tout va bien, tu vois. Après, je reste un peu là-bas, ça me change les idées. »« Tu as besoin qu'on y aille ensemble ?» proposai-je, presque par réflexe. « Non, répondit-elle trop vite. Non, ce n'est pas la peine. Repose-toi, tu es crevé. » Elle m'embrassa sur la joue, un baiser qui manquait de chaleur, puis sortit. La porte se referma derrière elle, et le silence qui s'abattit sur l'appartement eut quelque chose de creux, presque agressif. Je restai un long moment debout dans l'entrée, le regard fixé sur la poignée. Une impression d'étrangeté s'installait en moi, lente et insistante. J'avais l'impression que, chaque soir, ce n'était plus la même femme qui revenait. Je la prenais dans mes bras, mais son corps me paraissait plus distant, comme si elle était ailleurs, absorbée par une absence que je ne pouvais pas combler. Un soir, alors que nous dînions, je pris finalement mon courage à deux mains. « Pauline, on peut parler ?» Elle leva les yeux de son assiette. « De quoi ? » ?»« De nous, dis-je, de tout ça. Tu es différente ces derniers temps. Tu es souvent absente, préoccupée. J'ai l'impression que tu n'es plus vraiment là quand tu es avec moi. » Elle posa sa fourchette avec un soupir. « André, tu te fais des films. Tu travailles trop, tu es épuisé, c'est tout. Tu te mets des idées en tête. » « Ce ne sont pas que des idées, insistai-je doucement. Ton téléphone, ses sorties, l'aimant... » Je me coupai avant de prononcer le mot. « Les quoi ?» fit-elle, les yeux soudain plus durs. « Les incohérences, rectifiai-je. Les choses qui ne collent pas. » Elle repoussa sa chaise, se leva. « Tu deviens parano, André. Tu veux que je te dise ? C'est vraiment blessant. Tu ne me fais pas confiance ?» Sa voix tremblait légèrement, mélange de colère et de quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. « Je veux juste comprendre, » répondis-je, « parce que là, je me sens écarté, mis de côté. » Elle secoua la tête. « Tu as besoin de vacances, voilà tout. Dors, repose-toi, arrête de te torturer. Il n'y a rien à comprendre. » Elle quitta la table, me laissant seul devant nos assiettes encore à moitié pleines. Je sentis une vague de frustration et de tristesse monter en moi. J'aurais voulu crier, taper du poing sur la table, exiger la vérité. Mais quelque chose dans ma nature m'en empêchait. J'ai toujours préféré garder mon calme, observer, analyser.
Les nuits devinrent plus lourdes. Je restais allongé, les yeux ouverts, à fixer le plafond, tandis qu'à côté de moi, elle respirait d'un souffle régulier. Les pensées tournaient dans ma tête, encore et encore. Peut-être que c'est moi le problème, me disais-je. Peut-être que je deviens fou. Ou peut-être qu'il n'y a vraiment rien, que je projette mes angoisses sur elle. Nous sommes tous les deux sous pression. Le travail, les factures, nos projets, voilà tout. Et pourtant, au fond de ma poitrine, un pressentiment ne cessait de vibrer, obstiné comme une mélodie entêtante que rien ne parvient à faire taire. Quelque chose ne va pas. Quelque chose m'échappe. La nuit qui a tout fait basculer, je m'en souviendrai jusqu'à mon dernier souffle. Je me suis réveillé sans savoir pourquoi. Le réveil affichait 2 heures du matin. La place à côté de moi dans le lit était vide, froide. J'ai tendu la main dans le noir, comme pour vérifier, mais je savais déjà qu'elle n'était pas là. Un malaise aigu m'a traversé. Je me suis levé en silence, pieds nus sur le parquet. La cuisine était plongée dans l'obscurité. Personne. La salle de bain, porte ouverte, lumière éteinte, vide. Mon cœur battait plus vite, trop vite. Je me suis avancé vers le salon. Là, dans le semi-obscurité, la lumière bleutée de son téléphone découpait son visage. Pauline était assise sur le canapé, recroquevillée, des écouteurs plantés dans les oreilles. Elle souriait, un sourire doux, intime, comme si elle murmurait à quelqu'un. Je me suis arrêté un instant pour la regarder. Ce sourire, je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Mais il n'était pas pour moi. « Tu ne dors pas ?» et je demandai d'une voix basse. Elle a sursauté violemment. D'un geste précipité, elle a éteint l'écran de son téléphone, arraché un écouteur. « Mon Dieu, André, tu m'as fait peur » chuchota-t-elle. « Qu'est-ce que tu fais debout ?»« Je pourrais te poser la même question » répondis-je. « Il est 2 heures du matin. » J'arrivais pas à dormir, dit-elle en évitant mon regard. Alors je regardais des vidéos drôles, pour me changer les idées. Elle s'efforçait de sourire, mais sa voix était plus aiguë que d'habitude, légèrement tremblante. Des vidéos drôles, répétais-je, dans le noir, avec des écouteurs. Elle fronça les sourcils. Et alors, tu vas aussi m'accuser de crime pour ça ? André, je t'en prie, je suis juste fatigué. On a le droit de rire un peu, non ? Je la fixai un long moment. L'air semblait lourd, chargé d'une tension électrique prête à éclater. J'aurais pu insister, lui demander de me montrer l'écran, de me dire avec qui elle parlait réellement, à qui était destiné ce sourire qui m'avait transpercé comme une lame. J'aurais pu. Je n'en ai rien fait. « D'accord, dis-je simplement. Reviens te coucher. Tu vas être épuisé demain. » Elle hocha la tête, presque soulagée. « J'arrive dans 1 minute, répondit-elle. Je retournai dans la chambre, le cœur serré. Je me suis allongé, mais je ne me suis pas rendormi. Je l'ai entendu entrer quelques minutes plus tard, se glisser sous les draps, tourner le dos. Cette nuit-là, quelque chose s'est définitivement cristallisé en moi. Tout ce que j'avais essayé de minimiser, de rationaliser, de recouvrir de bonne volonté, s'est solidifié en une certitude glacée. Il se passait quelque chose. Quelque chose qu'elle ne voulait pas que je voie. À partir de ce moment, je n'ai plus cherché à me convaincre du contraire. J'ai pris une décision, froide, méthodique. Je découvrirai la vérité. Sans cris, sans scène, sans hurlement. Calme, patient, mais déterminé. Je voulais la vérité, quelle qu'elle soit, aussi amère et destructrice qu'elle puisse se révéler. Même si cette vérité devait réduire mon cœur en une multitude de fragments invisibles. Tout ce qui a suivi, toute cette chaîne d'événements qui m'a conduit vers un final inévitable, a commencé par un détail minuscule, en apparence ridicule, que j'aurais pu ignorer 1000 fois. Ce vendredi-là, je suis rentré chez nous un peu plus tôt que d'habitude. Le client avait annulé au dernier moment une réunion prévue en fin de journée, et j'avais décidé sans prévenir Pauline de rentrer directement à l'appartement. Quand j'ai ouvert la porte, un calme doux m'a enveloppé. Pas de musique, pas de télévision, juste le silence rassurant de notre foyer. Pauline ne devait revenir que dans 1 heure environ. J'ai posé mes clés, enlevé ma veste et me suis dit que je pourrais nous préparer le dîner. Je me suis mis à éplucher des pommes de terre,
J'ai mis de l'eau à chauffer pour le thé, et presque sans réfléchir, mon regard a glissé vers son ordinateur portable, posé sur la table de la cuisine. L'écran était allumé, mais l'ordinateur affichait la page de verrouillage. Je n'avais jamais, jusque-là, eu la tentation de fouiller dans ces appareils. Entre nous, il y avait toujours eu une confiance qui me semblait absolue, presque sacrée. Pourtant, à cet instant précis, quelque chose en moi a vacillé. Une impulsion inexplicable m'a poussé à tendre la main et à effleurer le pavé tactile. L'écran s'est rallumé, et je me suis retrouvé face à une fenêtre ouverte sur l'une de ces plateformes virtuelles où l'on expose sa vie comme une vitrine. Sous mes yeux, défilait le profil d'un homme, un inconnu. Un type d'une trentaine d'années, sportif, musclé, le genre de silhouette que l'on remarque sur une plage ou dans une salle de sport. Je faisais déjà mine de détourner le regard lorsqu'une photo m'a frappé. Sur l'image, l'homme souriait, vêtu d'un pull que je connaissais beaucoup trop bien. Ce pull appartenait à Pauline. Sur une autre photo, son poignet était orné d'un bracelet fin, en argent, avec un petit pendentif. Mon bracelet. Celui que je lui avais offert pour notre anniversaire de mariage. J'ai senti mon cœur se contracter violemment, comme sous un coup. Une douleur sourde, brutale, m'a traversé la poitrine. J'ai reculé de la table, puis me suis rassu immédiatement, les doigts crispés sur le couteau. Je me suis remis à éplucher les pommes de terre, machinalement, comme si le simple geste répétitif pouvait effacer ce que je venais de voir. Ce n'est qu'un hasard, me répétais-je en respirant trop vite. Des pulls comme ça, il y en a partout. Et un bracelet peut ressembler à un autre. Peut-être que c'est un ami, un collègue, quelqu'un qu'elle connaît vaguement. Ça ne veut rien dire. Ça ne peut pas vouloir dire ce que je crois. Mais l'image restait gravée dans mon esprit, plantée là comme une écharde. Quoi que je me dise, une partie de moi ne croyait plus à ces coïncidences. Lorsque Pauline est rentrée, elle m'a embrassé sur la joue avec sa légèreté habituelle, a posé son sac, s'est changée et m'a rejoint en cuisine. « Oh, ça sent bon », dit-elle en s'asseyant à table. « Tu as cuisiné ?»« Oui », répondis-je. « Le client a annulé. J'ai eu un peu de temps. »« Tant mieux pour moi », sourit-elle. « J'en pouvais plus aujourd'hui. Tu sais pas ce qu'on a encore inventé au bureau ?» Elle s'est lancée dans un récit animé de sa journée, enchaînant les anecdotes. Elle me parla aussi de Nathalie, avec ce naturel qui maintenant me blessait presque physiquement. « Tu te rends compte ? Nathalie a finalement commandé cette grande table pour sa cuisine. Elle a décidé de tout refaire, de fond en comble. Elle veut changer les meubles, la peinture, tout. Elle est folle, mais j'adore ses idées. » Je hochai la tête. Je faisais semblant de suivre. Je glissais quelques mots. « Ah oui ? Sérieux ? Ça lui ressemble. » Mais en réalité, je ne sentais plus rien. À l'intérieur, ce n'était plus que vide glacé. Une sorte de silence intérieur qui absorbait chaque son, chaque phrase. Je la regardais parler, gesticuler, rire, et je ne pouvais m'empêcher de me demander « Où étais-tu il y a 1 heure ? Avec qui étais-tu réellement ?» Le lendemain, comme souvent, je faisais défiler machinalement le fil d'actualité sur mon téléphone. Je cherchais à tuer le temps, à occuper mes pensées. C'est alors que je suis tombé sur une courte vidéo, un de ces formats qu'on regarde sans y prêter attention. Sauf que cette fois, chaque seconde m'a transpercé. Sur l'écran, j'ai reconnu l'homme des photos. Il était assis dans un café de la ville, un endroit que je connaissais vaguement, mais que j'aurais pu surnommer la tasse dorée, tant tout y semblait chaleureux, presque trop parfait. Il parlait à la caméra, plaisantait, laissait échapper quelques commentaires sans importance, et, en arrière-plan, on entendait un rire de femme, un rire clair, familier, trop familier. La caméra s'est légèrement déplacée, comme par mégarde, pour cadrer l'autre côté de la table. On apercevait une silhouette féminine, vêtue du même pull que sur les photos. Son visage n'apparaissait pas nettement, juste un profil flou, un geste de la main, la manière de porter la tasse, de la reposer, la courbe d'un sourire à peine visible. Je n'ai pas eu besoin de voir son visage. J'ai reconnu ses gestes, cette petite inclinaison de la tête quand elle rit, la façon dont ses doigts se referment sur la anse d'une tasse. C'était elle. C'était Pauline. Ma Pauline. Ma respiration s'est bloquée. J'ai posé le téléphone sur la table comme s'il brûlait, puis j'ai fermé les yeux. À l'intérieur, tout s'est renversé d'un coup. La colère, la douleur,
un sentiment d'humiliation écrasant, un vertige. J'ai senti monter en moi une rage si vive que l'espace d'un instant, j'ai eu envie de prendre ma veste, de courir jusqu'à ce café, de les surprendre là-bas, de jeter au sol toutes ses apparences et de hurler sa trahison au grand jour. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, je me suis levé lentement. J'ai traversé le couloir, suis entré dans la cuisine et pris un verre, l'ai rempli d'eau. Je me suis assis, j'ai bu par petites gorgées. Je sentais mon cœur battre dans ma poitrine comme un tambour affolé, mais ma tête, elle, commençait déjà à se refroidir. À ce moment précis, j'ai compris que si je voulais survivre à ce que je venais de découvrir, je devais agir autrement. Pas avec des cris, pas avec des gestes impulsifs, pas avec un coup de folie. Non, il allait falloir être froid, méthodique, patient. Ce que j'allais faire ensuite changerait ma vie de fond en comble. Et personne, absolument personne autour de nous n'aurait pu imaginer où tout cela finirait. Je savais désormais que je devais vérifier chaque chose, éclaircir chaque doute, accumuler des preuves. Je ne pouvais plus me contenter de simples impressions. Si je me trompais, je détruirais notre couple pour rien. Mais si j'avais raison, alors ma vengeance ne serait pas seulement froide, elle serait soigneusement calculée, d'une précision implacable et impossible à éviter. À partir de ce jour-là, j'ai commencé ma propre enquête, une surveillance silencieuse, presque invisible. Les jours suivants, j'ai vécu comme un automate. Je me levais, j'allais travailler, je rentrais, je faisais la cuisine, je parlais avec elle. De l'extérieur, rien n'avait changé. Nous continuions nos routines, nos dîners, nos conversations superficielles. Elle me racontait ses journées, ses collègues, les projets, les rendez-vous chez Nathalie. Je répondais, je jouais mon rôle. Mais à l'intérieur, tout était différent. Mon esprit était entièrement tourné vers un seul objectif. J'avais cessé de croire à ses paroles. Je ne me fiais plus qu'à ce que je pouvais vérifier moi-même. Les mots n'étaient plus que du bruit. À présent, je ne me battais plus qu'avec des faits. Mon premier geste concret fut de fouiller dans un tiroir du bureau, celui où je rangeais tout ce que je n'utilisais plus. J'y retrouvais un ancien téléphone, un modèle oublié depuis longtemps. Je le sortis, le dépoussiérai et le branchai. J'attendis qu'il se rallume, lentement, comme un témoin du passé. Sur ce vieux téléphone, j'installai les applications nécessaires. Messagerie, réseau, tout ce qui pouvait me servir. Puis je créai un faux profil, une identité inventée dans l'un de ces univers virtuels où se croisent des inconnus. Ce téléphone allait devenir mon outil, mon œil discret tourné vers ceux qui m'intéressaient. Je cherchais ensuite le profil de l'homme que j'avais déjà repéré. Son compte, par chance, était entièrement accessible. Je pus voir toutes ses photos, ses vidéos, ses histoires du quotidien. Au début, rien de spectaculaire. Des clichés de lui au sport, au travail, en soirée. La vie banale d'un homme qui aime se montrer. Mais plus je faisais défiler son fil, plus une étrange coïncidence se dessinait. Je me mis à comparer mentalement les lieux de ses photos avec ce que Pauline me racontait de ses journées, de ses sorties, de ses rendez-vous. Et très vite, une évidence commença à apparaître, lente, glaciale, implacable. Je me suis mis à analyser ses retards comme on démonte une machine complexe, pièce par pièce. À chaque fois que Pauline m'annonçait qu'elle passait la soirée chez Nathalie, je vérifiais le profil de cet homme. Et presque à chaque fois, ces histoires se remplissaient de détails qui, pris isolément, ne prouvaient rien, mais qui, ensemble, formaient un langage silencieux. Une tasse de café filmée avec, au bord de l'écran, une main de femme. Un verre de vin posé en face de lui, alors qu'il trinquait seul face à la caméra. Un plan tremblé depuis un siège de cinéma. 2 silhouettes devinées dans la pénombre. Ce n'était que des allusions, rien de frontal, rien qui puisse être brandi comme une preuve incontestable. Mais pour moi, chaque fragment venait s'imbriquer dans un tableau d'ensemble, de plus en plus net, de plus en plus terrifiant. Petit à petit, l'image s'imposait. Pendant qu'elle me parlait de Nathalie, de confidences entre amis, elle vivait une autre vie, ailleurs, avec lui. Je continuais malgré tout à respecter une frontière fragile. Je ne fouillais pas directement dans son téléphone. Je refusais encore, par orgueil sans doute, de franchir cette ligne. Pourtant, je devenais attentif aux moindres détails.
Quand elle laissait son téléphone sur le plan de travail de la cuisine pour aller dans la salle de bain, je notais mentalement les noms qui apparaissaient sur l'écran, les photos de profil, les heures d'activité. Je ne lisais pas chaque message mot à mot, mais j'enregistrais ce qui comptait. Un prénom qui revenait trop souvent, une icône, une suite de notifications à des heures où, théoriquement, elle dormait. Dans ma tête, je dessinais une sorte de carte secrète de ces échanges, comme si je décryptais un code. Plus les jours passaient, plus le motif qui se formait me semblait clair, douloureux et sans ambiguïté. Trahison. Je savais que je devais aller plus loin. Je ne pouvais pas m'arrêter à des suppositions, si évidentes soient-elles. Il me fallait un jour où je pourrais la voir, sans filtre, sans écran, sans mensonge. Un soir, elle m'annonça qu'elle allait au salon de beauté. « J'ai pris rendez-vous pour ce soir, dit-elle. J'ai besoin de me sentir un peu mieux, tu comprends ?»« Bien sûr, répondis-je calmement, profitant. Je n'ajoutais rien. Quand la porte se referma derrière elle, je pris simplement mes clés, descendis sans bruit et m'installai au volant de ma voiture garée près de l'immeuble. Le moteur était coupé, les phares éteints. J'attendis. Environ 10 minutes plus tard, Pauline sortit de l'immeuble. Elle était apprêtée, maquillée avec un soin particulier, vêtue d'une tenue que je ne voyais pas lorsqu'elle allait simplement faire des courses ou passer chez une amie. Son visage semblait irradié par une lumière que je ne lui connaissais plus, une sorte d'impatience heureuse, presque adolescente. Elle semblait flotter un peu, perdue dans ses pensées, et ne remarqua pas un instant que je pouvais être là, tout près. Une voiture de taxi s'arrêta devant l'entrée. Elle y monta avec un petit sourire nerveux. Ce n'est qu'après qu'elle eut disparu au coin de la rue que j'allumai mes phares et démarrai, à bonne distance. Je laissai le taxi me guider. Ce soir-là, pour la première fois, je la vis de mes propres yeux descendre d'une voiture devant ce petit café discret, perdu près de la périphérie de la ville. Un endroit chaleureux, sans enseigne, tape à l'œil, juste une vitrine éclairée et quelques tables près des fenêtres. Le même café que j'avais déjà reconnu sur les vidéos de cet homme. Elle ne se retourna pas une seule fois. Elle avançait d'un pas rapide, assuré, comme si elle rejoignait un rendez-vous attendu depuis longtemps. Je restai dans la voiture, à distance. À travers le pare-brise, je la vis s'installer à une table. Quelques instants plus tard, il entra. Lui. Il s'approcha avec une aisance qui me donna envie de serrer le volant jusqu'à le briser. Il s'assit près d'elle. Ils échangèrent quelques mots. Ils éclatèrent de rire. Il remplit son verre de vin. Elle effleura sa main. Geste léger, naturel. Trop naturel. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas foncé à l'intérieur. Je suis resté là, à regarder ma propre vie s'effriter devant moi, comme si quelqu'un déchirait page après page le livre que nous avions écrit ensemble. Quand j'en ai eu assez, j'ai mis le contact et je suis rentré chez nous. Je savais que le moment de l'affrontement n'était pas encore venu. Désormais, je n'avais plus seulement des soupçons, mais une réalité concrète, ancrée dans ce que j'avais vu. Pourtant, je voulais que tout soit irréprochable, que rien ne puisse être retourné contre moi, que la vérité soit si nette qu'aucun mot, aucune larme ne puisse en atténuer la violence. Alors je me suis mis à collecter calmement, méthodiquement, chaque indice qui se présentait. Je faisais des captures d'écran des profils, des dates, des lieux. Je notais les heures, les trajets, les décalages entre ce qu'elle me disait et ce qu'elle faisait réellement. J'archivais tout. Je constituais, jour après jour, mon propre dossier, une sorte de mémoire froide de sa trahison. Ce n'était plus seulement une blessure, c'était une stratégie, une préparation minutieuse, un plan qui devait, le moment venu, la confronter à ses actes sans qu'elle puisse se réfugier derrière la moindre excuse. Tout semblait concourir à ce que la vérité finisse par éclater, comme si une force invisible poussait chaque élément à sa place. Je sentais que je devais choisir avec soin l'instant exact où toutes les façades tomberaient, où les masques seraient arrachés, où il ne resterait plus que la nudité brutale des faits. Les preuves que j'avais réunies ne laissaient déjà plus de place au doute. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant. J'avais besoin de la voir encore, d'assister, en tant que témoin, à ce qu'elle prétendait ne pas vivre. J'avais besoin de ce dernier choc, de ce face-à-face silencieux avec la réalité, pour accepter pleinement ce qu'elle m'avait fait. Ce moment est arrivé plus vite que je ne l'aurais cru. Un jeudi soir, Pauline m'annonça qu'elle allait, encore une fois, chez Nathalie.
On ne s'est pas vu depuis longtemps, dit-elle en ajustant son nouveau foulard. On va papoter un peu, ça me fera du bien. Elle était particulièrement élégante ce soir-là. Maquillage soigné, foulard chic, escarpin à talons hauts. C'était censé être une simple soirée entre amis. Je la regardais se préparer, et je sentis en moi un mélange étrange d'amertume et de lucidité glacée. « D'accord, répondis-je. Je ne t'attends pas. J'ai un long séminaire en ligne ce soir. On doit travailler sur un nouveau projet. » Je pris mon ordinateur, m'installai dans mon bureau, mis un casque sur mes oreilles pour parfaire l'illusion. J'entendis la porte d'entrée s'ouvrir, se refermer. J'attendis. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Quand je fus sûr qu'elle était suffisamment loin, j'enlevai le casque, éteignis l'écran, pris mes clés et sortis. Ma voiture connaissait désormais le chemin jusqu'à ce café par cœur. Moi aussi. Je savais exactement où elle allait. En arrivant, je me garai un peu plus loin que la dernière fois. Le café se découpait dans la nuit comme une petite île de lumière. Je la vis apparaître près de l'entrée. Pauline sortit de la voiture qui venait de la déposer, lissa sa jupe, ajusta son foulard. Elle se retourna comme si elle attendait quelqu'un. Quelques instants plus tard, il apparut. L'homme de ses photos, de ses vidéos, de ses soirées volées. Ils se rapprochèrent l'un de l'autre, et cette fois, il n'y eut aucune ambiguïté possible. Ils se prirent dans les bras, un geste bref mais chargé d'une familiarité qui m'arracha le souffle. Ce n'était pas une accolade de simples amis, c'était un contact qui disait « Tu es à moi, je suis à toi ». À cet instant, tout en moi s'est figé. C'était comme si le temps s'était arrêté, comme si le bruit de la rue s'était soudain tu. Il ne restait que cette image, Pauline dans les bras d'un autre homme. Je restais dans la voiture, les mains serrées sur le volant. Quelques instants plus tard, ils entrèrent ensemble dans le café. Je laissai passer 10 minutes, le temps que la première vague d'émotions se tasse, que mon cœur se calme un peu, que ma respiration retrouve un rythme supportable. Puis je coupai le moteur, sortis de la voiture et me dirigeai vers l'entrée. À l'intérieur, l'ambiance était animée, comme souvent en fin de semaine. Les conversations se croisaient, les rires éclataient, la musique de fond se mêlait au tintement des verres. On sentait cette effervescence propre aux soirées où les gens viennent se détendre, oublier leur journée. Je pris une table contre le mur, à l'opposé de la salle, mais suffisamment bien placée pour avoir une vue dégagée sur tout le café. Je restai là, immobile, comme un spectateur qui observe une pièce dont il connaît déjà la fin. Leur table se trouvait près de la fenêtre, légèrement à l'écart. Je la vis, elle, Pauline, penchée vers lui, le visage illuminé d'un sourire que je ne voyais plus lorsqu'elle s'adressait à moi. Elle riait, touchait son bras avec désinvolture, jouait avec son verre. Lui la regardait avec cette intensité que je connaissais trop bien, celle d'un homme sûr de son pouvoir, sûr de la réponse qu'il obtient. Je les regardais, et je sentais en moi deux forces opposées s'affronter. Une rage brûlante, prête à tout emporter, et un calme glacial qui me dictait de rester assis, d'attendre, d'enregistrer chaque détail. Parce que ce soir-là, ce n'était pas seulement mon cœur qui était en jeu, c'était le moment où ma vengeance commençait véritablement. L'homme, en face d'elle, lui tenait la main avec une aisance qui ne laissait aucun doute. Ce geste n'avait rien d'une première fois. Il y avait là une habitude, une intimité rodée, une tendresse qu'on ne joue pas. Pendant 1 heure, assis à l'autre bout du café, je les ai observés. En moi, les émotions se succédaient comme des vagues violentes, une rage brûlante, un étrange détachement, une douleur aiguë, puis une lucidité glacée. Pas de crise, pas d'envie de hurler, juste une clarté tranchante. Tout ce que nous avions construit, Pauline et moi, tout ce en quoi j'avais cru sans réserve, venait de s'effondrer. Pendant des mois, elle m'avait menti en face, m'embrassant le matin, préparant le dîner, parlant d'avenir, de projets, de voyages, de cette fameuse chambre d'enfant. Et tout ce temps-là, elle menait une autre vie, cachée, parallèle, dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Sur le chemin du retour, au volant, un calme étrange s'est abattu sur moi, presque inquiétant. Tous les morceaux épars de ces dernières semaines venaient enfin de s'assembler en une seule image, horrible, mais complète. Il n'y avait plus de place pour le doute.
Plus de place pour les excuses que je ne répétais pour ne pas voir. En entrant dans l'appartement, j'ai été accueilli par le silence. J'ai laissé la lumière éteinte. Je suis allé dans la chambre. J'ai ouvert le placard, puis une boîte que je n'avais pas touchée depuis longtemps. À l'intérieur, il y avait nos photos de mariage. Je nous ai vus, elle et moi, souriants, les yeux pleins de promesses, de confiance et d'illusions lumineuses. J'ai passé quelques secondes sur chaque visage, chaque sourire. Puis j'ai refermé la boîte avec un long soupir et je l'ai remise à sa place. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, pas une minute. Allongé dans le noir, je déroulais mentalement, sans relâche, chaque étape de ce que je devais faire. Chaque geste, chaque mot, chaque détail d'un plan qui devait me mener à une fin irrévocable, calme, froide, sans retour. Au petit matin, quand Pauline est enfin rentrée, elle m'a adressé ce sourire habituel, celui qu'elle utilisait comme un réflexe, et s'est dirigée vers la salle de bain pour prendre une douche, comme si rien n'avait changé. Je suis allé à la cuisine, j'ai préparé un café, puis je me suis assis devant mon ordinateur. Je me suis mis à écrire une lettre, pas pour elle, pour moi. Une sorte de journal précis, une archive. Je décrivais chaque épisode de sa trahison, chaque date, chaque image, chaque constat. Ce n'était pas un manifeste de vengeance, c'était un document de compréhension. Je voulais graver quelque part ce qui s'était passé pour ne plus jamais minimiser, relativiser, douter de ma propre mémoire. Je savais que désormais, rien ne serait plus comme avant. Et sous la douleur qui vibrait encore dans ma poitrine, je sentais grandir quelque chose d'autre. Une détermination froide, ferme, une résolution qui ne tremblerait plus. La suite, je le savais, serait une question de temps. Et de justice, à ma manière. À partir de ce matin-là, mon plan a commencé à se cristalliser. Ce n'était pas une impulsion, pas une explosion irrationnelle née d'une crise de jalousie. Non, c'était une stratégie construite, ajustée, pesée. L'objectif n'était pas seulement de lui faire comprendre que je savais, ça aurait été trop facile. Je voulais organiser la vérité de façon qu'elle ne puisse ni l'éviter, ni la contester, ni s'enfuir derrière des demi-mensonges. Je ne voulais ni cri, ni théâtre, ni scène humiliante au milieu d'inconnus. Je voulais un effondrement total de sa fiction, un point de non-retour où chaque mensonge se retournerait contre elle. Et moi, au centre de ce séisme, je resterais debout, aussi immobile qu'une pierre. J'ai commencé par choisir le moment. La manière dont on révèle une vérité est parfois plus importante que la vérité elle-même. Ce ne devait pas être une discussion banale, un « il faut qu'on parle » lâché entre deux gorgées de thé. Je voulais que la vérité résonne, qu'elle s'impose, qu'elle s'abatte sur elle comme une évidence incontestable. Je devais trouver un jour où son masque serait le plus solide, pour que sa chute soit la plus brutale. J'ai choisi notre anniversaire de mariage. Ce jour-là, Pauline se montrait toujours particulièrement attentionnée. Elle préparait des surprises, achetait des cadeaux symboliques, prononçait ces phrases tendres qu'on aime retenir. Elle se mettait en scène dans le rôle de la femme fidèle, investie, reconnaissante pour ces années passées ensemble. C'était parfait. J'ai pris une décision nette. Ce jour qui pour elle devait être la célébration de notre histoire deviendrait le jour où celle-ci serait publiquement réduite en poussière. La préparation a été minutieuse. J'ai monté une vidéo, un diaporama, comme nous en faisions parfois lors de nos anniversaires. Un montage de photos de notre vie de couple. Vacances, soirées, promenades, moments de tendresse. Tout semblait normal, émouvant, presque nostalgique. Mais au milieu de ces images familières, j'ai glissé, avec soin, quelques photos bien différentes. Des clichés pris de loin dans ce fameux café. Elle, vue de profil, reconnaissable à ses gestes, à sa manière de rire, à la façon dont elle tenait son verre. Lui, assis en face, le regard plongé dans le sien. Un verre de vin entre leurs mains, un sourire, une main effleurant l'autre. Rien d'explicitement obscène, mais tout, dans ces images, parlait d'intimité. Pour les autres, cela ne serait peut-être qu'un détail flou au milieu d'autres souvenirs. Pour elle, en revanche, le message serait parfaitement limpide. J'ai veillé à ce que l'ensemble reste harmonieux, que les photos s'enchaînent avec une logique presque insidieuse. Nous deux, puis elle et lui, puis nous à nouveau.
Une alternance savamment dosée, assez discrète pour que les invités ne saisissent pas immédiatement le sens profond de ce qu'ils verraient, mais suffisamment claire pour que, pour Pauline, il n'y ait aucun échappatoire. En parallèle, j'ai commandé une boîte en bois, élégante, gravée de nos prénoms et de notre date de mariage. À l'intérieur, j'ai placé une clé USB. Sur cette clé, j'avais rassemblé tout le dossier. Capture d'écran de ses conversations, images de ses stories, relevé des lieux, dates, heures, les cartes de ses déplacements qui correspondaient trait pour trait à ce que j'avais observé moi-même. Je voulais qu'au moment choisi, elle comprenne d'un seul coup que je savais tout. Pas seulement quelques bribes, tout, jusqu'au moindre détail. Une fois les préparatifs terminés, je me suis forcé à redevenir l'homme qu'elle pensait connaître. Je l'écoutais comme avant, je lui parlais comme avant, je riais au bon moment, je participais aux discussions sur nos soi-disant projets. Pas un mot, pas un regard ne laissait deviner ce qui se tramait en coulisses. Elle, de son côté, poursuivait son double jeu, inconsciente du fait que chaque sourire, chaque message qu'elle écrivait en cachette, chaque « je vais chez Nathalie » s'inscrivait désormais dans le compte à rebours de sa propre chute. Moi, j'attendais, calmement, avec dans la tête la date, l'heure, le moment où, devant témoins, devant la façade d'un couple idéal, le rideau tomberait enfin. Je me suis appliqué à effacer de mon attitude la moindre trace de rancœur. Pas un froncement de sourcils, pas un soupçon de reproche. Au contraire, je me suis montré plus doux, plus prévenant avec Pauline que je ne l'avais été depuis longtemps. Tout cela n'avait qu'un but, qu'elle ne sente jamais le sol se dérober sous ses pieds avant l'heure, qu'elle ne devine pas la tempête qui s'assemblait derrière mon calme. Trompée par cette façade apaisée, elle a fini par se détendre. Je l'ai vue reprendre confiance, jour après jour. Ses gestes sont devenus plus sûrs, ses précautions moins strictes. Elle sortait plus souvent, restait tard, me laissait des explications vagues avec une sérénité presque insolente. Dans son esprit, tout était sous contrôle. Sa vie officielle et sa vie cachée coexistaient sans se toucher. C'est précisément là que se trouvait sa faute irréparable. J'ai, en parallèle, préparé la scène sur laquelle tout se jouerait. Je n'ai pas seulement convié 2 ou 3 proches, j'ai invité des amis, des collègues, des voisins, toutes ces personnes qui nous connaissaient comme le couple parfait, ceux qui nous citaient en exemple, qui parlaient de notre stabilité, de notre complicité. Je voulais qu'elle entende la vérité au milieu de ceux devant qui elle avait si bien joué le rôle de l'épouse idéale. Pour cette soirée-là, je me suis offert un costume impeccablement taillé. Pas pour me faire admirer, mais pour rappeler, autant à moi-même qu'à elle, où se trouvait désormais le centre de gravité. C'était moi qui tenais les rênes. Elle n'était plus que l'actrice surprise en plein mensonge, figée sous les projecteurs quand le rideau se soulève au mauvais moment. La veille de notre anniversaire, je n'ai pas dormi. J'ai tout vérifié encore et encore. La clé USB, le projecteur, les fichiers vidéo, l'ordre des images. Dans ma tête, je répétais une sorte de discours que je savais pourtant ne jamais prononcer. J'avais compris que les mots, cette fois, seraient superflus. Rien ne serait plus violent que le silence et les images. Le matin venu, j'ai préparé, comme chaque année, un petit déjeuner spécial. Rien ne manquait, le café, les viennoiseries, les fruits. J'ai glissé la boîte en bois contenant la clé USB dans mon sac. À partir de ce moment, le compte à rebours a commencé. Il me restait 12 heures avant que tout bascule. 12 heures à vivre comme si c'était les dernières de ma vie d'avant, celle où j'étais encore son mari. Je n'avais pas l'intention de l'abaisser, ni de me rabaisser à son niveau. Je voulais lui offrir quelque chose de plus cruel et de plus juste. La possibilité de se voir comme je la voyais, enfin. De regarder en face cette femme qu'elle était devenue, à 1000 lieues de celle qu'elle prétendait être. À mes yeux, c'était la vengeance la plus pure. Pas un cri, pas une insulte. Juste la vérité, brute, qu'elle se prendrait de plein fouet sous le regard des autres. Je savais qu'en ce soir précis, Pauline verrait, pour la première fois depuis longtemps, non pas l'image soigneusement retouchée qu'elle entretenait dans mon esprit, mais le reflet exact de ce qu'elle avait fait. Ce serait le début de sa chute. Et pour moi, le premier pas vers une liberté que j'attendais sans même l'admettre. Le soir est arrivé.
Ce jour que j'avais attendu comme on attend un verdict. Tout était prêt. Chaque détail avait été réglé. Les invités sont arrivés peu à peu, apportant avec eux des rires, des compliments, des bouteilles. L'appartement s'est rempli d'une chaude effervescence, musique discrète, odeur de plats qui mijotent, lueur des bougies sur la table dressée avec soin. Tout était beau. Presque trop. C'est exactement ce que je voulais, un décor idyllique, pour que la violence de ce qui allait suivre tranche encore davantage avec cette apparence de bonheur. Pauline est apparue dans une nouvelle blouse élégante, le visage illuminé d'un grand sourire. Elle flottait d'un invité à l'autre, servait du vin, lançait des anecdotes, riait à gorge déployée. Dans son esprit, cette soirée était la preuve vivante de son succès. Un mariage intact en vitrine, et dans l'ombre, une passion cachée. Elle se croyait intouchable. Je la regardais, assis un peu en retrait, un verre à la main. Mon visage restait calme, presque neutre. Je savais que dans quelques minutes, tout ce petit théâtre s'effondrerait sur elle. Au moment choisi, je me suis levé. Les conversations se sont peu à peu éteintes. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai remercié les invités d'être venus fêter avec nous une date importante. Puis j'ai annoncé que j'avais préparé une petite surprise. Un montage de souvenirs pour célébrer toutes ces années passées ensemble. Le téléviseur s'est allumé. La lumière de la pièce s'est atténuée. La vidéo a commencé. Les premières images étaient douces, émouvantes. Notre mariage, nos premiers voyages. Des photos de nous enlacés, de soirées entre amis, de vacances en bord de mer. Les invités souriaient, certains lançaient des exclamations attendries. Pauline souriait aussi, au début, touchée, fière même. Mais très vite, je vis quelque chose changer dans son regard. Une fine ligne de tension traversa son visage. Puis les autres images sont apparues, plus floues, prises de plus loin, mais suffisamment nettes pour que je n'ai aucun doute sur ce qu'elle montrait. Pauline, assise à une table, ce café que je connaissais trop bien, son pull, son bracelet, ses gestes, sa façon de se pencher en riant. Et face à elle, cet homme, sa main à lui posée sur la table, un verre de vin entre eux, sa tête à elle inclinée vers la sienne. Rien de spectaculaire, rien de vulgaire, juste des instants volés, mais chargés de tout ce que nous n'étions plus. Dans la pièce, un silence massif est tombé, comme une chape. On aurait entendu le moindre souffle. Les invités, d'abord intrigués, se sont tus d'un coup, figés devant l'écran. Ils reconnaissaient Pauline. Ils reconnaissaient aussi que l'homme assis en face d'elle n'était pas moi. Je regardais le visage de Pauline, plus que l'écran. Je la voyais pâlir, ses lèvres se serrer, ses doigts tremblaient à peine sur la coupe qu'elle tenait encore. Dans ses yeux, il n'y avait plus d'assurance, plus de jeu, seulement la panique sourde d'une femme qui comprend qu'il n'y a plus aucun endroit où se cacher. Leur visage exprimait la stupeur, la gêne, l'incompréhension. Certains clignaient des yeux comme s'ils espéraient avoir mal vu. Mais c'est sur elle que tout se concentra. Pauline était pétrifiée, tel un bloc de pierre. Toute la lumière avait déserté son visage. Sa respiration s'était brisée en petits sursauts. Elle n'arrivait plus à parler. Inutile de lui expliquer quoi que ce soit, elle avait compris, instantanément. Je n'ai pas ajouté un mot, je me suis simplement avancé vers la table, j'ai déposé devant elle la boîte en bois, avec son délicat motif gravé, puis je suis retourné à ma place, aussi calmement que si je venais d'apporter un dessert. Elle savait ce que cette boîte contenait. Tout. Chaque mensonge, chaque rendez-vous, chaque message, soigneusement enregistré, conservé, maintenant exposé au grand jour. Autour de nous, les invités se regardaient, mal à l'aise. Certains se levèrent à moitié avant de se raviser. D'autres baissèrent les yeux, comme pour s'excuser d'être témoins d'un moment qui ne leur appartenait pas. Pauline, elle, n'a pas bougé. Elle restait là, la boîte devant elle, les yeux fixés sur l'écran qui continuait de dérouler notre vie mêlée à sa trahison. Il n'y avait plus de phrases possibles, plus de discours, plus de justification. Juste cette vérité nue, impitoyable, qui lui renvoyait son reflet. À cet instant, elle a compris qu'elle avait perdu à son propre jeu. Toute sa confiance, toute son habileté à mentir, cette illusion de maîtrise totale, tout s'effondrait comme un château de cartes balayé par une bourrasque. Je n'attendais ni applaudissements ni paroles de soutien.
J'ai simplement quitté le salon, ouvert la porte-fenêtre et suis sorti sur le balcon. Il faisait frais. J'ai allumé une cigarette, regardé la fumée se dissoudre dans l'air du soir. Derrière la vitre, les silhouettes bougeaient encore. La soirée semblait continuer par inertie. Mais pour moi, le basculement avait déjà eu lieu. Je ne ressentais plus cette colère dévorante qui m'avait brûlé tant de nuits. Je ne sentais qu'une chose, une liberté aiguë, presque douloureuse, mais incroyablement légère. C'est dans ce sentiment-là que se trouvait ma victoire. Au bout d'un moment, Pauline est passée derrière moi, a traversé le salon sans un mot et a claqué la porte d'entrée avec une violence sèche. Ce bruit a résonné comme le point final de notre histoire. Les invités, désemparés, ont commencé à partir. Quelques-uns m'ont serré la main, d'autres m'ont simplement adressé un regard lourd de compassion. Je n'avais besoin d'aucun commentaire. Une fois l'appartement vidé, j'ai rangé calmement la table, soufflé des bougies, éteint la musique. Le silence a repris ses droits, dense, presque palpable. J'étais seul. Et pour la première fois depuis longtemps, cette solitude ne me pesait pas. Elle me portait. Je n'avais pas détruit notre mariage. Je m'étais contenté d'arracher le voile qui le recouvrait. Ce que nous avions, depuis longtemps déjà, n'existait plus que comme façade. Après cette soirée, ma vie a changé. Pas dans le fracas, pas dans des gestes spectaculaires, plutôt comme tombe un rideau à la fin d'une pièce, lentement, mais définitivement. Je n'ai pas demandé le divorce dès la semaine suivante, ni cherché à multiplier les confrontations. Je suis resté dans notre appartement, ou plutôt dans ce qui avait été notre appartement, en vivant comme si la page était déjà tournée. Pauline, elle, a disparu quelques jours. Plus de messages, plus de clés dans la serrure, plus de parfum dans le couloir. L'espace s'est vidé d'elle, et c'était presque reposant. Plus tard, elle m'a envoyé un court message. Elle avait besoin de temps pour réfléchir. Pour moi, la réflexion était terminée. Il n'y avait plus rien à peser, plus rien à rattraper. Je n'ai pas cherché refuge dans les confidences. Je n'ai pas déversé mon histoire sur les épaules de mes amis. Je n'ai pas transformé ma douleur en spectacle. Tout ce que j'avais à dire avait déjà été exprimé ce soir-là, sans un mot, sous la forme d'images et de silence. Le reste ne concernait plus que moi. J'ai commencé à réorganiser ma vie. J'ai fait un tri méticuleux. J'ai rangé l'appartement comme on nettoie une plaie. Les photos de nous deux ont disparu des étagères et des murs. Les cadres sont partis dans des cartons, puis ailleurs. J'ai rassemblé toutes ces affaires dans des boîtes, soigneusement, sans rage, sans déchirer quoi que ce soit, et je les ai déposées sur le balcon. Elles n'étaient plus chez nous. Elles attendaient simplement d'être récupérées. J'ai enlevé mon alliance et l'ai posée dans un tiroir. J'ai retiré de ma vue tout ce qui portait encore son empreinte. Il ne restait que le silence. Un silence clair, dégagé, qui ressemblait à une respiration retrouvée. Au bout de 2 semaines, elle est revenue. Elle a frappé, puis a ouvert la porte comme si de rien n'était, un sac à la main. Elle avait acheté de la pâtisserie, des choses sucrées qu'elle savait que j'aimais autrefois. Une tentative maladroite pour adoucir l'air chargé de notre dernière rencontre. Mais l'appartement dans lequel elle entrait n'était plus le même. Il avait perdu ses traces. Il ne lui appartenait plus. Je ne lui ai pas claqué la porte au nez. Je ne l'ai pas insultée. Je me suis contenté de la regarder, de la saluer d'un ton neutre, de la laisser entrer, tout en gardant en moi un vide total à son égard. Rien. Ni haine, ni amour, ni désir de discussion. Juste un immense, implacable détachement. C'est ce détachement qui l'a atteinte de plein fouet. Je l'ai vue à la façon dont ses yeux ont vacillé. Elle avait pu affronter mes soupçons, mes silences, ma colère. Mais ce néant-là, cette absence totale d'émotion dans mon regard, était pour elle 1000 fois plus douloureux que n'importe quel cri. À cet instant, j'ai compris que la rupture n'était plus un événement à venir. Elle était déjà en cours. Et pour la première fois, je me suis senti véritablement vivant. Tout avait vraiment changé. Mais pas du tout comme elle l'avait imaginé. Pauline s'attendait sans doute à un ouragan. Des cris, des reproches, une rupture explosive dont elle aurait pu, d'une certaine façon, se nourrir. À la place,
elle s'est retrouvée face à un mur de silence, lisse, infranchissable, derrière lequel il n'y avait plus aucun espace pour elle. Je n'avais plus l'intention de me venger au sens traditionnel. La vengeance, je l'avais déjà accomplie. Dans mon calme imperturbable, dans ma maîtrise, dans cette indifférence glacée que je lui opposais. Elle s'agitait, cherchait des mots, proposait de tout reprendre à zéro, de reconstruire sur de nouvelles bases. Mais il n'y avait plus rien à reconstruire. Le bâtiment avait été rasé jusqu'aux fondations. Il ne restait que des gravats. Ce qui l'a achevé, ce fut ce qui est arrivé ensuite. Quelques mois plus tard, Pauline a appris que quelqu'un partageait désormais ma vie. Ce n'était pas une jeune beauté sortie de nulle part, pas une revanche esthétique sur elle. Elle n'était ni forcément plus jeune, ni forcément plus belle. Elle était simplement vraie. Une femme qui n'avait pas besoin de mentir, qui n'entrait pas dans ma vie pour prendre la place de quelqu'un d'autre, mais pour y ouvrir un chapitre entièrement nouveau. Nous nous étions rencontrés grâce à des amis communs, sans arrière-pensée, lors d'un dîner banal. Et pourtant, dès les premières heures, il y a eu cette sensation de douceur, cette chaleur sincère que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Tout était simple, évident. Pas de double fond, pas de zone d'ombre. Quand Pauline a appris que j'étais avec une autre femme, elle n'a pas tenu le choc. Les appels ont commencé. Des messages, des reproches, des phrases brisées où se mêlaient la jalousie, le regret, la colère. « Tu ne peux pas faire ça. Après tout ce qu'on a vécu, elle ne te connaît pas comme moi. » Mais c'était trop tard. Ce qu'elle essayait de rattraper n'existait plus. Je ne cachais pas ma relation. Je ne la brandissais pas non plus comme une bannière de victoire. Je vivais simplement, au grand jour, sans calcul, sans peur d'un nouveau coup de poignard dans le dos. La femme qui partageait désormais mon quotidien savait tout de mon passé. Je ne lui avais rien dissimulé. Elle n'a pas jugé, n'a pas cherché à me sauver. Elle a juste accepté d'être là, présente, honnête. C'est à ce moment-là que Pauline a compris ce qu'elle avait réellement perdu. Ce n'était pas seulement un mari. C'était l'homme qui l'avait toujours respectée, qui avait cru en elle, qui ne l'avait jamais trahie. Elle n'avait pas seulement perdu mon amour, elle avait perdu mon estime. Et cette perte-là est irréversible. Je ne m'étais pas effondré sous le poids de sa trahison. Je ne m'étais pas abaissé à son niveau. Je m'étais relevé en gardant ce qui, à mes yeux, comptait le plus, ma dignité, mon humanité. C'est ainsi que notre histoire s'est close, sans bagarre, sans cris, sans scène spectaculaire, mais avec une vérité unique, profonde, qui résonne longtemps après la fin. On ne trahit pas impunément ceux qui ne vous ont jamais trahi. Ceux qui, jour après jour, ont été là, présents, loyaux, confiants. Car lorsque ces personnes-là tournent la page, elles le font pour de bon. Elles ne reviennent pas. Et le vide qu'elles laissent derrière elles ne se comble jamais tout à fait.